Eh bien, que faisaient ceux qui étaient vivants, n'est-ce pas, le 31 août 1994? Ces personnes que je ne connais pas, mais qui ont partagé cette vidéo un 31 août 1994. Ils étaient en temps mer, et soudain, ils voient quelque chose dans le ciel. C'est l'une des images peut-être les plus étranges, les plus intéressantes que j'ai eu l'occasion de voir concernant les WAPs et les objets étranges. Imaginez-vous voir ces sphères qui s'approchent, et soudain ces pêcheurs se demandent « Bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il » Je ne sais pas entre quelles mains cette vidéo est passée pour qu'elle ne soit pas diffusée. Mais cette vidéo attire l'attention, tout comme beaucoup d'autres vidéos qui circulent récemment et que, eh bien, nous essaierons de vous les montrer ici. Écoutons un peu le son de ce moment. Eh bien, 13 lumières que nous voyons là. Elles sortent, ce sont 7 lumières. Excusez-moi pour le tremblement, mais imaginez, la petite caméra date de 1994, ces caméras ont un zoom impressionnant. Mais si vous êtes sur un bateau à toute vitesse, imaginez le mouvement que ça doit faire. On rembobine un peu la vidéo, pas seulement pour voir les personnes. Regardez. Regardez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ce sont des pêcheurs, enfin des pêcheurs sportifs, je veux dire. Je voulais juste que vous voyiez un peu de ça. Celui-ci, vraiment, c'est hallucinant de voir ça tout à coup, et il va y avoir beaucoup de vidéos très curieuses, très intéressantes qui vont circuler. Alors voilà, je vous apporte cette image qui a beaucoup circulé, elle est assez impressionnante, et on dit qu'il y a environ 13 objets qui sont formés en petites formations, par groupe de 3 pour ainsi dire. Eh bien, je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont peur parce qu'ils prennent le côté opposé. Pas moi, va là où sont les objets, pas en arrière. Je veux dire, s'ils voulaient te faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Tu es d'accord, non? Va vers là où sont les objets. Je dirais, ce serait moi qu'on me fasse capitaine, moi, de ce petit bateau-là. Parce que s'il va par là, enfin, en arrière, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, ça aussi, une autre des images, vous reculeriez. Vous reculeriez, toi? Toi et Tata, vous allez vers les lumières. Je sais déjà avec qui ne pas être quand tu arrives vers les lumières. Bien sûr, non. Bien sûr que non. Comment? Et s'ils les emmènent tous, ils ne les emmènent pas. Tu les connais? Oui. Tu peux t'en assurer? S'ils avaient voulu te faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. C'est aussi simple. Tu n'y vas pas. Comment ça, non? Non, ça ne va pas du tout ici. Non, si, je vais avoir... bon, je te laisse ça dans un petit bateau, c'est ça la vie. Si je dis j'arrive tout de suite pour toi, on y va. Boum. Et si tu ne le fais pas, tu sais déjà. Je ne vais pas aller nager. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non. Non, toujours vers la lumière. Il dit avec quel pépo? Tu n'as jamais entendu qu'il faut aller vers la lumière? Oui, non, mais pas toujours. Sinon, il vaut mieux que tu reviennes, que tu offres celui-ci. Oui, oui. Ici, ce n'est pas vers la lumière, c'est aussi vers les lumières. Bon, alors, regardez cette autre image. Ce n'est pas seulement une image qui circule, il y a aussi un son. Tu m'as envoyé un autre son, n'est-ce pas? Oui, de l'autre côté, c'est elle. Tu m'as envoyé un son parce que, regardez, il y a des sons qui ont commencé à apparaître. C'est celui-ci. Ah, et j'ouvre tout de suite l'autre que tu as envoyé. En haut, en haut, en haut. Oui, cette image est très intéressante, parce que cela s'est produit aux États-Unis, où soudainement on entend un bang supersonique, selon ce que disent les gens. Et bon, eh bien tout à coup, salutations à Tapatia, comment vas-tu? Au fait, salutations à Tawala. Jara à toute la communauté qui arrive. Regardez, voyons si on entend, parce que ce sont des petites caméras, enfin, des caméras de sécurité, non? Voilà. Bon, Tapatia, viens, regardez. Bon, voilà le son, merci. Ce qui est bien, c'est qu'on savait que c'était jusqu'à la fin. Non, non. Eh bien oui, le point c'est qu'on entend jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, quoi qu'il en soit, non.
Donc il y a eu beaucoup de vidéos qui circulent où on entend ça, mais au début ils ont dit que ça devait être une sorte de séisme, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont pensé en premier. Et évidemment, eh bien, il y a eu une enquête. Selon l'USGS des États-Unis, d'ailleurs, certains de ces cartes ont même été publiées, non? Où ils montrent cela, où ils indiquent dans quelle zone cela aurait été utilisé. C'est là-bas, près d'Atlanta, n'est-ce pas? Près de Columbia. Et ils montrent cette zone, regardez, cette zone où il y a comme des petits carrés bleus, là où il y a l'étoile, c'est là que le son est le plus fort. Ils ont pensé que c'était peut-être une activité géologique, mais selon l'USGS, il a été confirmé que le fort grondement ou l'onde de choc du bang sonique n'est pas un tremblement de terre. La source n'est pas encore connue. On ne sait pas ce qui a provoqué ce son étrange. N'est-ce pas? Exactement. Ce qu'ils envisagent comme une possibilité, c'est une météorite, mais comme il fait jour, c'est plus difficile de capter cela avec les caméras, parce que la nuit, on voit toujours un peu la lueur, n'est-ce pas? Exactement. Mais la nuit, eh bien, cela peut soudainement passer inaperçu. Eh bien, voilà le sujet. Regardez, passons aussi à d'autres sujets importants de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a, eh bien, une autre image, non? Je crois qu'on a pas mal d'images aujourd'hui. Saturne a été une journée d'images. Mais j'espère que ça vous plaira. Mais pour commencer, eh bien, il y a cette image, non? Qui a été surprenante. Celle de Blue Origin. Le Blue Origin. À ce moment-là, c'est quand on voit l'énorme explosion. Énorme là-bas à Cap Canaveral, là-bas en Floride. Un salut à toute la communauté qui nous regarde de ce côté-là. Et bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cela s'est produit à 21h, l'explosion. La fusée New Glenn de Blue Origin, en cours d'essai, a explosé cette nuit sur la plateforme de lancement de Cap Canaveral dont tu as déjà parlé. L'entreprise indique avoir détecté des anomalies lors du test d'allumage et que tout le personnel est sain et sauf, ce qui reste le plus important. Au final, il n'y a eu aucune perte. Ils fournissent plus d'informations au fur et à mesure qu'ils en ont. En ce moment, ils enquêtent encore pour savoir exactement quelle a été l'erreur. Et donc, la base spatiale de Cap Canaveral a également confirmé en plus que tout le personnel a été localisé et qu'il n'y avait ni blessés ni morts. Et donc, Blue Origin avait prévu de ravitailler la fusée en carburant aujourd'hui, jeudi soir, avant le test d'allumage des moteurs de la fusée. Et il faut se rappeler que Blue Origin, le propriétaire, celui qui gère cela, c'est Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Et d'ailleurs, il avait une rivalité avec Elon Musk sur le sujet des fusées. Exactement. Eh bien, c'est que c'est une entreprise qui progresse aussi. Elle n'avance pas au même rythme que SpaceX, c'est la réalité, mais Blue Origin a aussi des projets très intéressants, même pour voler vers l'espace profond. Ils ont donc des choses à un niveau très avancé, mais aussi comme cela est arrivé à SpaceX. Parfois, il y a des explosions, et ils disent avoir tous les protocoles nécessaires pour que, lorsque cela arrive, il n'y ait pas de blessés, il n'y ait pas de problème. C'est pourquoi il est rare d'entendre parler de blessés, car ils sont préparés. Je me souviens qu'une fois, lors d'un lancement de Blue et d'un de SpaceX, le bang sonique, je ne sais pas comment l'appeler, mais disons que le vent, ou je ne sais pas ce que ça génère, a projeté des pierres et a cassé des vitres, non. Et on dit que c'est dangereux, je ne sais pas quoi. Eh bien oui, mais oui. Bien sûr, ça peut arriver, mais disons que c'est vraiment rare. C'est-à-dire... Et le plan de ce New Glenn, c'est-à-dire... L'idée était que le lancement aurait lieu en juin, donc déjà le mois prochain. Enfin, dans quelques jours. Non, pas vraiment, parce qu'ils vont lancer des satellites pour le concurrent de Starlink appelé Leo, qui appartient à Amazon. C'est le même principe, une vraie rivalité comme entre Lamborghini et Ferrari. Bien sûr, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe là-bas en Floride, non? Un salut à toute la communauté qui nous regarde là-bas en Floride. Un énorme salut à vous tous. Plusieurs manquements là-bas, en Floride. Ils sont à égalité question-explosion ce mois-ci pour éviter les disputes, tu vois, pour qu'ils ne se disputent pas. Salutations, Rick Merida. Il dit « Je suis Team Astrid, il ne faut pas aller vers la lumière ». Il ne faut pas aller vers la lumière. Très mal, Lily, tu donnes le mauvais exemple. Salut, Lily. Passons à d'autres sujets tout aussi intéressants. Ce qui se passe dans le monde. Un sujet qui attire l'attention en ce moment. Écoutez, regardez ça. Salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Salut. Salut, 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 salut. Eh bien, ça c'est là-bas au Venezuela, chez PDVSA. Donc au final, les travailleurs de PDVSA étaient mécontents à ce moment-là, n'est-ce pas?
À ce moment précis, cela attire l'attention, évidemment, cet allumage, disons, de cette tour. Je ne sais pas vraiment quel est le nom technique de ce type de tour, mais en vérité, Eh bien, l'émotion est contagieuse. l'émotion est contagieuse, évidemment, non? Et bon, indépendamment de tous les problèmes qu'il peut y avoir, que PDVSA a déjà eu trop de choses négatives qui lui sont arrivées, eh bien, une bonne nouvelle de temps en temps, c'est vraiment super. Aussi, une autre des images, n'est-ce pas? Ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est, eh bien, cette explosion qui a eu lieu là-bas en Roumanie, n'est-ce pas? D'après ce que nous rapportons, voyons si nous pouvons afficher l'image, n'est-ce pas? Voici cette image, c'est le moment où une explosion se produit dans un immeuble résidentiel à Galați, en Roumanie, selon les rapports de Fight Network. Et d'autres médias internationaux aussi, même Reuters a déjà parlé du sujet, parmi d'autres médias comme El País et d'autres encore, plus ou moins, même le ministère de la Défense de Roumanie a déjà publié une déclaration. Parce qu'évidemment, l'OTAN est en alerte lorsqu'il y a une attaque ou une situation à risque, toute l'OTAN se met en alerte pour examiner et voir s'il y avait une intention de la part de la Russie dans cette attaque. C'est-à-dire si vraiment l'idée était de leur faire peur ou d'attaquer quoi que ce soit. Le problème, c'est que la Russie, eh bien, joue toujours comme ça, elle joue sur cette hybridité. Oui, non, ce n'était pas moi, ce n'était pas mon drone. Ce n'était pas mon drone, et fais-les sortir de là. Mais bon, d'après ce qui est rapporté, il s'agit d'un drone identifié par les autorités roumaines comme un drone russe, donc il n'y a pas de doute à ce sujet, du moins pour les autorités russes. Il frappe un immeuble résidentiel à Galați, une ville portuaire d'ailleurs, près du Danube, proche de la frontière avec l'Ukraine. L'appareil aurait frappé le haut de cet immeuble et, eh bien, il y a des blessés, n'est-ce pas ? Oui, eh bien, il y a 2 personnes qui ont été blessées, heureusement légèrement, et aussi les 70 personnes qui vivaient dans l'immeuble ont décidé de le quitter. Même si les services d'urgence ont dit que ce n'était pas nécessaire, ils ont préféré partir au cas où un autre drone tomberait cette nuit. Et donc cet enseignant parle de l'intensification qui est en train de se produire de la part de la Russie, qui a déjà menacé d'accélérer et de multiplier les attaques, disons en nombre, contre Kiev. Eh bien voilà, n'est-ce pas ? C'est le rapport, non ? Voilà ce qu'il y a sur ce sujet. Et l'OTAN, pendant que cela continue, quelles sont les conséquences ? Quelles vont-elles être ? Eh bien, il est très probable que nous verrons une plus grande présence d'avions de chasse, une plus grande présence de systèmes aériens, ça c'est immédiat. Il y a déjà une certaine nervosité avec la Russie en ce moment, il va sûrement y avoir une augmentation des patrouilles aériennes en mer Noire, qui est justement en face de l'endroit où cela s'est produit. Et je ne doute pas qu'il y aura aussi les protestations habituelles, diplomatiques et tout ce genre de choses, n'est-ce pas ? Oui, demain, ils vont convoquer l'ambassadeur de Russie en Roumanie. Ils l'ont déjà fait auparavant. Exactement, et bien plusieurs. Dans cette zone, n'est-ce pas ? Le renforcement aussi du soutien militaire occidental à l'Ukraine, les risques possibles d'incidents. Et regardez, surtout que chaque fois que cela arrive, on pense toujours que c'est une étape de plus vers le fameux article 5, n'est-ce pas ? C'est cet article selon lequel, si l'on prouve qu'il y a eu une intention, cela ne veut pas dire qu'ils entreront immédiatement en guerre. La première étape serait d'augmenter le déploiement militaire dans la zone, et c'est peut-être ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas ? Alors, eh bien, en attendant, nous allons rester attentifs à cela, et passons à une autre des images du jour. La situation qu'on vit en Turquie est impressionnante. Regardez la quantité d'eau, les Turcs ont tellement d'eau en ce moment qu'ils ont décidé d'en envoyer en Syrie, où les Syriens ont justement un problème de sécheresse. Et où d'autres, où comment sont-ils ? L'eau va aussi arriver en Irak. La Turquie a eu énormément de pluie, donc le niveau est tel que, comme toujours, les barrages ne peuvent être remplis qu'à un certain niveau. Et ils ont décidé d'ouvrir le barrage qui s'appelle le barrage Tarka vers la Syrie. Et eh bien, cette quantité est aussi tellement importante qu'elle va atteindre l'Irak. Très bien, donc bonne nouvelle alors pour la Syrie, bonne nouvelle aussi dans ce cas pour les Irakiens. Regardez, ici c'est la Turquie de ce côté. Nous vous avons parlé des incendies de forêt, vous vous souvenez ? Ils ont commencé dès le début de l'année. Eh bien, voyez-vous, toute cette zone jusqu'à l'Iran a connu la sécheresse et ils vivent une situation compliquée. Maintenant, avec cet excès d'eau, je pense que cela profitera beaucoup à ces 2 pays, évidemment, non ?
Cela concerne aussi les Turcs, selon les informations actuelles. Et regardez, sur d'autres images que nous voyons en ce moment. Ici, nous voyons des attaques menées par l'Ukraine contre la Russie. Cela se passerait à Volgograd, où une attaque massive de drones a eu lieu. Mais bon, là, nous voyons, ce sont des images partagées sur les réseaux ukrainiens. Et voilà, en voici une autre, non? C'est comme ça. C'est aussi une attaque à Volgograd. Aussi. Voilà, ce sont les attaques. Aussi, aujourd'hui, il y a une image très intéressante de ce volcan. Comment il s'appelle? Le père de Pocahontas ou le Popocatépetl. Le Popocatépetl. Webcam de Mexico partage ces images qui montrent de l'activité, n'est-ce pas? Activité volcanique dans cette région du monde. En vérité, le volcan Popocatépetl, pour les amis qui sont là-bas au centre du pays, c'est toujours très spectaculaire, n'est-ce pas? Quand il y a des fumerolles, mais aussi les cendres et tout cela, ça pose aussi des problèmes, oui. N'est-ce pas? C'est un volcan en plus très beau, et en ce moment, comme il est encore enneigé, il va rester encore enneigé. Oui, tout va bien, on voit exactement. On ne voit pas la fumerolle. C'est toujours jaune ou phase 2, c'est-à-dire que le niveau d'alerte reste le même. C'est aussi mentionné là-bas par le même service sismologique du Mexique, non? Ce sont eux qui commentent normalement ce genre de choses. Et puis, Webcams du Mexique, toujours en train de partager là-bas les images, non? De la situation. Passons donc à d'autres sujets également importants concernant ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi une autre attaque, non? Contre une raffinerie. Cela se passe là-bas en Russie, à Volgograd, non? C'est la même, non? C'est la même, oui. C'est pareil. Mais d'autres images continuent d'apparaître. Je crois qu'on a l'image de la Maison Blanche, non? Elles sont très curieuses. Non, c'est que... Celles-là, ces images sont diffusées par la Maison Blanche, c'est-à-dire... Aujourd'hui, ils ont déjà activé la page alice.gov qui, beaucoup d'entre nous ont déduit qu'il parlait des pannes des ovnis. Aujourd'hui, je t'ai déjà envoyé la page. Si tu veux la montrer, ils parlent uniquement des immigrés. C'est-à-dire, ce n'est pas sur les aliens, les extraterrestres, mais c'est sûr, vous vous souvenez quand c'était une nouvelle ici qu'ils avaient acheté ou activé la page aliens.gov? Non, il s'agissait d'immigrés, pas d'extraterrestres, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Super agaçant. Oui, c'est bon. Ceux qui suivaient la page étaient intéressés, mais seulement une partie d'entre eux. Oui, ils sont là, ils sont contrariés, évidemment, non? Enfin, utiliser le sujet, oui. Mais ça fait partie de ce qu'ils ont montré. Aussi on observe cette image. Que se passe-t-il sur cette image? Ceci se passe en Crimée. En Crimée, on commence déjà à voir ces fils kilométriques de personnes qui cherchent de l'essence. Les employés doivent souvent leur dire qu'il n'y en a pas, alors ils partent. Il y en a une autre? Ça fait partie, par exemple, là-bas, même à Sébastopol, non? À l'intérieur, donc, de la ville la plus importante de la Crimée, dans cette zone occupée déjà depuis 2014. Il semble que la stratégie qu'ils ont adoptée soit de couper ou de limiter les approvisionnements qui arrivent de là-bas par une route ukrainienne occupée. Donc, ils ont attaqué tous les camions qui apportent des approvisionnements et maintenant la Crimée est évidemment sous forte pression. N'est-ce pas? C'est aussi une partie des choses quant à ce qui se passe dans ce conflit terrible. Passons donc à d'autres sujets également importants. Regardez cette image, d'accord? Cette image et ce son dont nous parlions tout à l'heure dans une vidéo très rapide que nous avons faite sur le sujet, parce que dans celle-ci, ce qu'ils appellent la HFGC, GCS, d'accord? C'est cette radio militaire que possèdent les États-Unis, qui, en gros, s'occupe, disons, des questions nucléaires, des mouvements et des exercices des militaires, n'est-ce pas? Évidemment. Lorsqu'une telle activité survient, elle attire l'attention et on se demande de quoi il s'agit et pourquoi ces signaux apparaissent. Écoutez bien cette fois. Regarde Eva. Tu vois. Carrefour. Romeo. Uniforme. Bravo. Oscar. Chaque première lettre des mots, donc, forme un mot. Quel mot cela forme-t-il cette fois? Comment ça se passe là-bas? Marco Rubio.
Ça forme le nom Marco Rubio, n'est-ce pas? C'est-à-dire cela attire l'attention. Pourquoi? Pourquoi ce sujet arrive-t-il? Je veux dire, pourquoi parle-t-il de Rubio? D'abord, un message est transmis sur la ligne qui s'occupe des questions militaires d'urgence, ce qui d'ailleurs a fait des choses étranges récemment. Nous en avions déjà parlé. Mais ceci est un EAM, comme il l'appelle, ou un IMM standard de 30 caractères, ou, eh bien, il donnerait le nom de Marco Rubio. D'après ce que l'on sait, ce système mondial de communication à haute fréquence est un réseau militaire de communication à haute fréquence qui est principalement utilisé par l'armée de l'air des États-Unis. Célèbre pour ceux qui veulent écouter des sujets militaires et essayer de déduire que quelque chose est en train de se passer. Beaucoup de gens enregistrent 24 heures sur 24 en plus. Ils diffusent de même ce qui est en train d'être écouté. Là, des messages codés sont envoyés. Aux avions militaires, aux sous-marins, aux bases stratégiques. Au cas où toutes les communications satellitaires s'effondreraient, ce système resterait actif. Ils le maintiennent afin que, si tous les systèmes tombent en panne, la radio puisse continuer à fonctionner. C'est pourquoi ils l'entretiennent. Exactement, comme une tempête solaire, quelque chose de très puissant comme ça? Quelque chose de fort ou une attaque, il pourrait continuer à fonctionner. Soudain, quand le trafic augmente sur cette radio, il donne de nombreux codes. Ou l'autre jour, il se mettait comme un signal qui avait des codes, comme des sons qui semblaient avoir un certain motif. Eh bien, il disait qu'il transférait des informations sur de possibles nouveaux codages. Ils sont en train de le mettre à jour, mais ils ont passé des jours à faire cette mise à jour. Donc c'était quelque chose de curieux. Nous l'avons aussi mis? Exactement, c'est ce qu'on a mis il y a à peine quelques jours. Il est frappant qu'il prononce désormais des mots formant le nom Marco Rubio, personnage, secrétaire d'État, principal conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Eh bien, possible prochain président des États-Unis. Je veux dire, il a du potentiel. Mais il est candidat. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc s'il y a quelqu'un qui a des chances, eh bien c'est lui. En ce moment, même parmi les démocrates et les républicains, il n'y a pas de républicain actuellement qui soit mieux placé que lui. Que J.D. Vance a été très mauvais. Et de l'autre côté, du côté des démocrates, en ce moment, il n'y a pas vraiment de leadership important qui rassemble bien les démocrates. Donc il semble que c'est un personnage qui attire l'attention. Et le fait qu'il le mentionne ici, je trouve ça au moins intéressant. Exactement. Ces démocrates mâchant le travail à Marco Rubio, vraiment, J.D. Oui, parce que... J.D., ils vivent vraiment lentement. J.D., en période de crise comme celle-ci, c'est là que les leaders doivent émerger. En effet, des leaders émergent, mais seulement dans certains secteurs ou niches. C'est-à-dire pas quelqu'un qui remette en question. C'est pour ça que je vous dis, il manque un peu de leadership dans ce sens-là. Bon, voilà, c'est tout pour ce sujet de ce signal étrange. Merci. Eh bien, les mouvements commencent déjà à se faire en ce qui concerne les potentiels. Comment s'appelle cet ouragan ? Il y en a un qui est déjà pratiquement en formation et qui se dirige vers le Japon. D'après les rapports, ce typhon pourrait être de catégorie 3 et atteindre, le Japon, passer par les Philippines puis se diriger vers le Japon. Il est également en train de se former ce qui pourrait être la première tempête tropicale ou le premier ouragan dans le Pacifique. Alors allons-y. Passons à l'information, car la situation évolue. Bien sûr, nous continuerons à la suivre. Il y en a 4 actuellement. Il y a Hangangmi, qui est une tempête tropicale. Tu veux partir? Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? On va la mettre à l'écran. C'est la vidéo du satellite, l'image du satellite Copernicus qui montre cela. Je vais mettre l'image satellite pour plus de clarté. Voilà le phénomène. Nous le voyons ici. Il est encore en formation. C'est un phénomène. Il a déjà atteint le niveau de tempête tropicale. Alors, laisse-moi te montrer ici comment va se dérouler l'activité. Voilà. Là, on le voit. Non, c'est celui-là. Comment je l'appelais? Comment il s'appelait? Manghangmi. Hangmi, voilà le phénomène. Et celui-ci, en théorie, se dirigerait vers le Japon. Voyons si on peut s'éloigner un peu. Voilà. Voilà, n'est-ce pas? Alors voyons comment il avancerait en théorie. Ce serait comme la prévision de sa trajectoire. Regarde, voilà. Vous voyez comment il tourne et se dirige vers le sud du Japon. Et il pourrait déjà être en catégorie 1 ou catégorie 3. Ce serait un phénomène important ensuite. Il y a ces 2 autres phénomènes dans le Pacifique.
Ce n'est pas un seul, ce sont 2 du côté du Pacifique mexicain. Ils sont en formation, pour l'instant ils sont en formation. Ça n'atteint même pas le niveau de tempête tropicale, mais ce sont des phénomènes qui avancent en ce moment. Ce sont les premiers et normalement ils sont plus calmes, mais cela commence à montrer de l'activité dans le Pacifique. C'était attendu. La saison des ouragans a déjà commencé. Donc tenez-en compte aussi. Évidemment il n'y en a pas. Ils sont là. Les mouvements sont là-bas, loin, encore très loin du Mexique. Mais c'est le moment. Si vous nous écoutez dans les zones côtières du Pacifique, c'est le moment de commencer à vous préparer. Rappelez-vous que cette saison, du côté du Pacifique, il va y avoir plus de phénomènes à cause de tout le phénomène El Niño. Enfin, en fait, ce n'est pas El Niño. Ils l'appellent le Godzilla Niño. Une chose, non. Oui, Niño. Oui, n'est-ce pas? Certains médias l'appellent ainsi. Eh bien, certains centres l'appellent Godzilla Niño, le Super Niño. Eh bien, le fait est que, par exemple, au Panama, il y a déjà une déclaration d'urgence à cause de cela. Oui. C'est une déclaration d'urgence qui est préventive, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour se préparer, oui, à ces choses-là. Donc c'est bien que le Panama prenne ces informations au sérieux. Non? Ou plutôt les informations des experts. L'OMM a déjà publié son communiqué, ou plutôt l'Organisation météorologique mondiale, dans lequel elle avertit de tout ce qui se passe avec le phénomène El Niño. Et donc les schémas des ouragans, comment ils vont évoluer et tout ça, n'est-ce pas? Donc la saison est déjà active. Et en plus avec ces phénomènes, la saison est déjà ouverte. On a encore un sujet en attente sur El Niño Godzilla, non? Autant en parler tout de suite puisqu'on va aussi le commenter. Puisque c'était déjà là? Oui, puisque nous y sommes, parlons-en tout de suite. Celui-ci. Là. Eh bien, ce qu'on appelle un phénomène qui, selon l'UNAM, parce qu'il manquait que l'UNAM parle du sujet, et maintenant ils en parlent aussi, ils commentent aussi sur ce sujet, sur cette affaire. Exactement, non. Les scientifiques disent encore qu'il y a de l'incertitude, ceux de l'UNAM, les chercheurs, sur l'intensité que cela va vraiment atteindre. En fait, la question c'est que si c'est déjà là, non. Et donc, les scientifiques ont commencé à parler du scénario possible de ce qu'on appelle El Niño Godzilla, qui est un événement climatique extrême capable de modifier le climat à l'échelle mondiale et de provoquer des impacts sévères dans différentes régions de la planète. El Niño Godzilla ne fait pas officiellement partie de la communauté scientifique, mais on a commencé à employer ce terme en 2015 et 2016 pour désigner un épisode d'El Niño, le plus intense des dernières décennies. Je ne me souviens pas comment était le climat, mais c'était sûrement intense. Oui, c'était intense. D'après Maria Luisa Machin, qui est chercheuse en sciences à l'Institut des sciences de la mer et de la limnologie de l'UNAM, ce phénomène se produit lorsque les eaux de l'océan Pacifique équatorial sont bien au-dessus de la température habituelle. Et à ces moments-là, les anomalies dépassent. Au moins, en 2015 et 2016, elles ont dépassé les 2,5 degrés Celsius et cela a donc modifié les schémas climatiques. Donc ce n'est pas un terme scientifique, mais il aide à en discuter, à mesurer l'ampleur de l'événement, qui est très extrême, n'est-ce pas? Parce que très souvent, nous avons besoin du marketing, d'un mot qui nous fasse comprendre à quel point la situation est difficile. Et donc, cela peut évidemment provoquer beaucoup de pluie, des changements de température et la formation de cyclones dans plusieurs parties du monde. Mais au final, ce sont des événements qui, surprennent beaucoup les scientifiques parce qu'ils brisent les schémas habituels. C'est-à-dire, le problème, c'est ça. Ils brisent les schémas habituels et ils commencent à voir que ce phénomène El Niño, ils l'ont déjà observé, ils le connaissent déjà. C'est-à-dire, ils ont déjà vu comment il fonctionne. Alors, en voyant tous les schémas, ils disaient que c'est un El Niño classique. Mais il semble que ce soit un super El Niño. Eh bien, la probabilité que ce soit un super El Niño augmente. Exactement. Et puis, il y a des responsables du gouvernement, notamment Dante Sinoé, de la Conagua, qui disent que la situation n'est pas si mauvaise, que le Mexique a vraiment récupéré pas mal d'eau. C'est très, très positif. Une récupération hydrique de 94% après une sécheresse que nous avons eue pendant plusieurs années et qui est maintenant terminée. Nous avons eu 43 mois de sécheresse. Oui, non, ça a été très long. Ça a été très long et en ce moment, on prévoit qu'en 2026, il n'y aura pas de sécheresse au Mexique. C'est que nous n'avons pas de sécheresse généralisée comme celle qui a duré plusieurs années. Eh bien, à l'UNAM et au Service météorologique national, on continue d'avertir que les risques ne disparaissent pas encore, qu'il peut effectivement y avoir des scénarios compliqués en 2027 et que les températures vont continuer à augmenter avec des records de chaleur. Écoutez, passons au sujet de la politique, à ce qui se passe en Iran.
En ce moment, l'attention se tourne vers Oman. Les États du Golfe sont furieux contre Oman parce qu'il s'avère qu'Oman est en train de négocier la possibilité de percevoir, c'est-à-dire de percevoir le péage que veulent les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont droit à une part. Face à cette situation, comment vas-tu, Juan Carlos ? Salut, Francisco Arce. Bien effronté. Écoute, aujourd'hui, Donald Trump est sorti dire aux gens d'Oman que s'ils font cette négociation, eh bien, il va vraiment leur casser la figure. En gros, il a dit « je vais vous faire exploser ». Non, c'est littéralement ce qu'il a dit en fait. Donc cette menace directe du président des États-Unis envers Oman, c'est parce qu'en gros, Oman est passé du côté iranien, du moins dans cette négociation. Et il a dit « et si on faisait payer, combien on toucherait, nous non ». Donc voilà et non. Oui, ils en parlent déjà depuis plusieurs semaines parce que tu te souviens, avant les attaques qui ont eu lieu le week-end dernier, le vendredi, on a dû faire un direct d'urgence. Oman était là, oui. Oui. Eh bien, Oman avait clairement ses intérêts. Maintenant, il montre son vrai visage, comme on dit, et les États-Unis sont en colère. Les pays du Golfe sont aussi en colère. Maintenant, tu es de l'autre côté. Que se passe-t-il ? Quoi d'autre ? Qu'ont-ils dit ? Où en est la situation ? Par là, eh bien, on sait que pendant les négociations qu'il y a eu, à Doha, les médiateurs ont essayé de convaincre Téhéran d'ouvrir complètement le détroit, sans aucune restriction. Mais la diplomate a dit que les nations du Golfe, pas seulement les États-Unis, s'y opposent fermement. Eh bien, ce que tu dis à propos de cet accord entre Oman et l'Iran, il le considère comme une menace directe et le message adressé à Oman a été de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, parce que vraiment, cela a été vécu comme une trahison. Tu es d'accord ? Sinon, il y avait quelqu'un l'autre jour qui disait que ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'Iran, Israël, la Syrie et tout ça, c'est un jeu de trône. C'est Game of Thrones, mais en vrai, tu vois, c'est vraiment ça. Exactement. Eh bien, et l'Iran a déjà réagi. L'Iran a réagi à la menace que représentent les sanctions des États-Unis contre Oman. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que c'était la rhétorique menaçante des États-Unis contre Oman, évoquée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et non les sanctions. Il dit « Pardon, c'est que je n'ai pas entendu. Celui-ci est en train de menacer. » Il dit « Cette menace, également reprise par Donald Trump, a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Ismaël Baquet. Il condamnait la rhétorique menaçante des États-Unis contre Oman et tentait, en quelque sorte, de tirer la couverture de leur côté. » N'est-ce pas ? Eh bien oui. Enfin, c'est que, ils ont exagéré, les Omanais. Enfin, oui. Oui. Dès le début, ils ont montré leur vrai visage et ont dit non, écoute, imagine pour. Pour eux, ce serait un méga business de dire que tout ce que vous avez maintenant, vous allez en mourir. Allez les gars, un pourcentage... Eh bien, et je me mets, ils ont dit... Non, eh bien celui-ci, non. Et je dis, et les Iraniens aussi, bien malins, ils ont dit celui-ci. Ceux-là, ils ont besoin de fric, non ? Et donc, dis-leur qu'eux aussi, ils auront un petit morceau du gâteau et qu'avec ça, ils se débrouillent. N'est-ce pas ? Alors, les pays du Golfe, il se pourrait bien que ça devienne un conflit un peu plus global, plus étendu exactement. Abordons d'autres sujets et un peu plus de cela. Non, voyons voir. Eh bien, la Corée du Nord bouge aussi ses pions et le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a publié un communiqué dans lequel il affirme que le pays, c'est-à-dire leur pays, ne renoncera jamais aux armes nucléaires. Plus personne ne leur posait la question, mais chaque fois qu'ils le peuvent, ils ressortent de ce sujet et publient leurs petites photos, non ? Donc on voit là Kim Jong-un avec ses énormes armes, non ? Donc, eh bien, ça, ils adorent. Et au final, ils ont su utiliser le marketing de façon incroyable. Pas comme Maduro le faisait avant les photos, qui sortaient des caméras comme dans les années 90. Et ils commencent à publier les images de la caméra de 94 qu'on a montrées au début du direct, où apparaissent ces ovnis. On voit mieux qu'avec les caméras de l'époque. Maduro parce que lui a vraiment changé les caméras. S'il a déjà investi, il dit qu'il ne faut pas changer. Comme faire un filtre où il mettait quelque chose, il mettait là parce que même en cherchant, tu ne peux même pas. C'est-à-dire, tu peux avoir une caméra de ce niveau, mais ils font quelque chose, comme si on leur avait dit non, c'est cette image qu'on veut donner, un peu à l'ancienne. De Bossus, que nous allons bien Bossus. Je veux dire, disons que c'est l'image qu'il a toujours voulu donner. Ce Maduro, vraiment.
Pour ceux qui sont photographes, qui sont vidéastes, etc., allez-y, si vous regardez les vidéos, vous verrez comment. C'est-à-dire, même en essayant, tu n'obtiendras pas une image comme ça. Je veux dire, il faut ajouter, je ne sais pas, un peu de post-production. Maintenant, Pyongyang consacre son statut nucléaire depuis 2022 selon ce qu'ils disent. Et à partir de là, eh bien c'est un sujet sur lequel, au moins, il n'y a aucun moyen en ce moment que cela change. D'ailleurs, récemment, les lois ont été modifiées, en pensant que s'il arrivait quelque chose à Kim Jong-un, et il soupçonne que quelqu'un, c'est-à-dire, imaginons qu'il perde soudainement la vie, non, et qu'il se rende compte qu'en réalité c'était un complot et que quelqu'un l'a éliminé. Quoi qu'il en soit, il lancerait immédiatement des armes atomiques sur le pays qu'il soupçonne. Et ça, quelle chose ridicule. Enfin, comment vas-tu prouver qui a été celui qui, enfin, le bon côté? Mais ce sont des méthodes qu'ils ont pour générer cette peur, n'est-ce pas, autour de l'usage dissuasif des armes nucléaires, comme ils disent, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, et évidemment, après ce qu'il a vu avec Maduro, suivi d'Ali Khamenei, évidemment, une paranoïa très forte s'installe chez Kim Jong-un, qui pourrait peut-être dans quelques années voir son empire disparaître. Eh bien voilà, n'est-ce pas? Voilà le sujet, Kim Jong-un lançant ses messages, et passons à d'autres sujets, puisque nous sommes en Asie. Le Japon qualifie de ridicule la critique faite par le Kremlin, dans laquelle, eh bien, allons-y, il s'adresse au Japon, c'est-à-dire la Russie et la Chine aussi. Tout à coup, ils tirent les oreilles du Japon et disent « Pourquoi vous vous armez autant ?» Et tu te dis « Tu n'as pas honte, alors que tu as... » Tu as une guerre, tu es en plein dedans. Tu es constamment en train de t'armer, et tu vas critiquer quelqu'un qui essaye simplement d'avoir son propre système de défense et qui est un pays qui ne dérange personne, du moins pour l'instant. N'est-ce pas? Oublions la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà du passé. Oui, à d'autres époques, c'était différent, non? Quand il y avait l'empereur, etc. Mais bon, je veux dire, au final, la Russie, la Chine et le Japon ont aussi leur histoire, n'est-ce pas? Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Mais, en ce moment au moins, le Japon dit qu'il trouve ces débats ridicules. N'est-ce pas? Oui, non, c'est ridicule de les voir à l'ONU quand ils commentent. La Russie, je ne sais pas comment ils n'ont pas honte. Enfin bon, cet ambassadeur japonais, Kazuyuki Yamazaki, a dit ceci. Il est ridicule qu'un État qui mène une campagne militaire en Ukraine désigne le Japon comme une menace. Les efforts du Japon pour renforcer sa défense répondent à un environnement de sécurité plus hostile et ne visent aucun pays en particulier. Le Japon a toujours suivi une politique exclusive, orientée vers la défense conformément à sa constitution. C'est le message officiel à transmettre. Passons à d'autres sujets. Dans les notes étranges, il y a une vidéo où il apparaît. Voyons si nous pouvons le mettre maintenant. Mais une vidéo montre un homme entrant dans un magasin avec une tronçonneuse et volant environ 12 000 $. Tout cela uniquement avec des cartes Pokémon. Ce genre de, disons, de crime devient de plus en plus fréquent. Non, cette personne serait la suspecte. Non, voyons si je peux le mettre quelque part. Voici l'individu qui serait le suspect, et donc, eh bien, ce Clayton Warren a été identifié comme le principal suspect après avoir été filmé par les caméras. Il suffit simplement de ne pas être filmé par les caméras. Celui-ci donc, en faisant cette tentative. Merci beaucoup, au fait, et Sibar pour ce supermarché. Mais bon. Merci beaucoup. Isa, un énorme salut Isa. Eh bien, cette scène hallucinante n'a rien eu de discret ni de net. C'est-à-dire, il est vraiment arrivé et il a commencé à tout ouvrir avec la scie. Rien à voir avec les films où tout est silencieux et il porte des gants. Donc non, au lieu d'y aller doucement, il a pris la scie et il a commencé à faire. Sa honte? Son désordre et tout ça, et bon, évidemment, cela a attiré beaucoup l'attention. Il est ici à part, alors regardez comment il se couvre le visage. Ce n'est qu'une chemise, rien de plus. En fait, il doit être très omisif et ça lui a passé aussi, c'est possible de dire... Ça lui a paru facile. Disons-le comme ça, non? Le syndrome du « ça lui a paru facile ». Mais c'est là tout le problème.
Alors il arrive avec la scie, il fait tout le bruit du monde et d'après ce qui est rapporté, c'est considéré comme un vol avec violence. Et donc, eh bien, ce voleur a même laissé des traces de sang parce qu'il s'est coupé. Enfin, il n'aurait pas pu laisser plus de preuves, non? C'est-à-dire, il n'y a pas de vidéo. Non, n'est-ce pas? Non, 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 moi j'ai juste vu. Ils se sont frottés à ça. J'ai vu que tu sécurises les photos et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est là qu'il entre par la fenêtre. Il ne se rend pas compte qu'il la casse. Il est vraiment idiot car il se découvre. Je veux dire, tu te dis, mec, Tu t'étais déjà couvert le visage. tu étais déjà couvert, ils auraient dû y réfléchir, puis tu caches ton visage. Non mais allez. Eh bien, ils assurent tant que la fièvre des cartes Pokémon a aussi provoqué des réactions très étranges, n'est-ce pas? De collectionneurs ou de gens qui savent comment fonctionne ce business. Et donc, ils se mettent à voler des cartes qui, bien souvent, peuvent valoir plus de 10 000 $, mais dans certains cas, lors de vols similaires, ils ont réussi à dérober jusqu'à 100 000 $ rien qu'en cartes. C'est-à-dire, c'est un véritable boom, disons, ou une fièvre pour ces cartes et collections. Dans ce cas de Pokémon. Exactement. En plus, un autre point qui a rendu ça super facile de l'identifier, c'est qu'il y est allé l'après-midi quand la boutique était ouverte, il est allé voir les cartes et il a demandé les cartes. Il a été très vite identifié. Et combien de caméras de sécurité avez-vous ici et... Il est resté là pendant des heures, il est resté à l'intérieur du magasin pendant des heures, c'est-à-dire quand c'était ouvert, donc évidemment tout le monde s'en souvenait. C'était très récent, bien sûr. Bien sûr. Et vers quelle heure ils vont chercher le pain et tout ça, non? En gros, tout était vraiment suspect. Et ils ont une alarme, n'est-ce pas? Ils ont une alarme, non? Laquelle? E3000 ou E5000? Bon. Est-ce qu'il a ce capteur de son? Comme celui d'une scie, celui-là. Bon, aussi pour d'autres choses étranges, il y a aussi une note de l'IAS, non? Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'adore celle-ci. Quand ils font des exercices, des simulations, n'est-ce pas? Dans celle-ci, dans ce test où ils ont voulu mesurer l'intelligence artificielle, comment elle réagissait à un examen scolaire, une tâche très concrète. Ils leur ont donné une note qui arrive en quelques minutes ou heures, mais Emerge a voulu aller un peu plus loin et ce qu'ils font, c'est créer une sorte de laboratoire social pour les intelligences artificielles. C'est un test qui ne se fait pas rapidement, il est long et il s'enlève. Ils créent un monde virtuel partagé avec 40 lieux, des bibliothèques, des municipalités, des mairies, des zones résidentielles, des espaces publics, et ils voulaient distinguer quels agents autonomes pouvaient se déplacer, parler, s'organiser, voter. C'est-à-dire comment ces intelligences réagiraient si elles étaient des villes, d'accord? Vous voyez le jeu, comment il s'appelle? Que vous adorez, ce sont des petits personnages de Nintendo qui jouent là et qui s'échangent de l'argent. Aïe. Ceux qui sont des petits animaux. Bon, oui, l'idée était d'expliquer à quel point cette situation était complexe. Il y a des impôts. Ils ont des impôts et tout le tralala. C'était un monde simulé et, eh bien, il y a eu pas mal de différences dans les résultats selon l'intelligence. Les modèles Cloud Sonic 4.6, Groove 4.1 Fast, Gemini 3 Flash et GPT-5 Mini ont participé à ce monde mixte pour essayer de convaincre, de montrer ce qui les motivait. Sonnet a été le cas le plus stable. Enfin, il y en a déjà plusieurs. Là où Sonnet, c'est-à-dire Claude chez Anthropic, est super stable. Tu te souviens aussi de la guerre, Claude évitait toujours le nucléaire, c'était toujours GPT qui devenait fou, mais c'était le cas le plus stable. Ces 10 agents ont survécu jusqu'au jour 16, aucun crime n'a été enregistré. C'était le seul monde qui a réussi à préserver le temps, l'ordre social, la persistance, la population entière. Il n'y a pas eu de comportement étrange, ce n'était pas exempt de questions, il y a aussi eu des votes. Le cas le plus extrême a été Gemini 3 Flash qui a recueilli 600 votes, 883 délits en 15 jours. Autrement dit, il commettait plus d'un délit par jour. C'est fou. Et cela augmentait encore à l'arrêt, il commettait toujours des délits après la simulation. Selon l'analyse, c'était le monde avec la plus grande richesse conceptuelle dans sa production sociale en même temps, mais aussi le plus violent. C'était une combinaison très troublante. Ils disent qu'elle était créative, mais moins stable. Et puis, il y a le groupe 4.1, celui de Fast, qui a montré une instabilité beaucoup plus rapide. En seulement 4 jours, ils avaient déjà 183 délits avant que le monde ne se termine. Et il y a eu un effondrement de la planète, du bon, du petit village. Pour le I, C'est parti vite, intensément et tôt.
Et GPT-5 Mini, en revanche, dit qu'il n'a pas commis de délit en 2 jours, mais apparemment, dans ce calme, il y avait un gros problème. Ces agents n'ont pris aucune mesure liée à la survie. Ils n'ont rien fait. En gros, ils sont morts en 7 jours. Bon, voilà où en est la situation, non? Conclusion? Conclusion, eh bien, utilisez le cloud. Celui qui est parti, C'était le seul à avoir bien agi, non? Les autres sont devenus fous. eh bien c'est là que réside le problème. Abordons d'autres sujets importants. Eh bien, c'était prévisible, non? La Norvège se joint au parapluie nucléaire français. L'Europe est en train de changer de cap, non? Ce n'est pas le premier pays à rejoindre ce parapluie. Au bout du compte, les pays ne développent pas actuellement leur propre programme nucléaire ni rien de tout ça. La Norvège, par exemple, ne possède pas d'armes nucléaires. Mais maintenant, elle sera protégée par le parapluie nucléaire des Français. Et la France, eh bien, a fait ce pari à l'époque. C'est pour cela. Et maintenant, c'est un pays qui devient clé, surtout avec les États-Unis qui se sont éloignés de l'OTAN. Ils ne se retirent pas, mais s'éloignent et refroidissent leurs relations. Comme pour dire, débrouillez-vous comme vous pouvez, n'est-ce pas? Donc, eh bien, c'est intéressant. Selon les dirigeants des 2 pays, aussi bien Emmanuel Macron que le Premier ministre norvégien, James Jonar, aurait donc organisé cette réunion, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, à partir de maintenant, la Norvège et aussi la Pologne ont cela. Cette protection qui, eh bien, attire beaucoup l'attention et qui, évidemment, ne va pas du tout plaire à la Russie. Et donc, d'après la France, cela nous permettra de donner une réponse rapide et coordonnée lorsque ce sera vraiment nécessaire. Nous faisons face à la plus grave situation sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà où en est la situation, n'est-ce pas? Restons donc attentifs pour voir quels autres pays vont rejoindre ce parapluie, comme ils l'appellent. Passons à d'autres sujets, à d'autres affaires. Passons aux commentaires. Commentez. Comment ça va pour vous? Comment ça va pour vous? Bonjour Blanca. Oui, je faisais référence à Animal Crossing, mais oui, c'est pareil que SimCity, Blanca. Animal Crossing. Oui, dans tout cela, c'est essentiellement comme être dans un monde virtuel et interagir à travers un personnage que tu as créé. C'est vraiment intéressant, en fait, l'étude, parce qu'il y a même des gens qui se sont suicidés. Enfin, c'est vraiment étrange qu'ils aient certaines réactions qui n'ont pas beaucoup de logique. Eh bien, dit Blanca Barcelo, c'est pour ça que le père est très inquiet. Ils disent que l'article qu'elle a publié, je n'ai pas pu le lire, mais j'ai déjà entendu plusieurs personnes, ils disent que sa critique sur l'IA est très bonne. En fait, Anthropic lui a dit d'être encore plus critique, qu'il pouvait aller encore plus loin. En fait, si on se pose la question de l'être humain, je veux dire, on ne se pose pas la question du futur en ce moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous sommes, enfin, l'être humain qui est vivant en ce moment, eh bien, nous sommes un peu responsables de ce qui va arriver, et nous devons peut-être, oui, mettre la pression pour qu'il y ait plus de régulation sur tous ces sujets. Parce que ça m'a vraiment surpris, parce qu'en ce moment, tout le monde accélère. Tu ne savais pas que la Chine avait déjà fait un pas en arrière, n'est-ce pas? Je veux dire, quand j'ai dit oui... Eh bien oui, ils ont plus de difficultés avec les emplois d'aujourd'hui. Exactement comme ils l'ont dit, les Chinois du PPD diraient « Nous ne pouvons pas laisser les emplois s'effondrer ». Dans un pays de 1,3 ou 1,4 milliard d'habitants. Et ils ont un gros problème. Pour revenir au sujet des ninis dont tu as parlé cet après-midi, ces jeunes qui ne travaillent ni n'étudient restent souvent à la maison pour s'occuper de leurs grands-parents car il est difficile de trouver un emploi. Aujourd'hui, nous avons fait ce rapport sur l'Angleterre parce que cela a vraiment attiré mon attention. Angleterre? Angleterre, parce que c'est exactement un pays d'Europe, du premier monde, tout ce que tu veux, mais avec un grave problème de jeunes sans emploi ni études, et ça, eh bien, ça arrive partout, n'est-ce pas? Alors, ils ont 1 million de personnes, en fait plus d'1 million de personnes. Là, je parle du nombre de personnes, de jeunes qui ont entre 16 et 24 ans, qui n'étudient pas et qui ne travaillent pas, et tu te dis, ben bon, il faut leur ouvrir des opportunités. Le problème, c'est qu'ils ont fait des études, et ils disent que ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire, non, ils n'ont pas réussi à trouver une motivation. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent faire, c'est parce que tu ne peux pas y aller un par un, n'est-ce pas? Il faut trouver des stratégies sociales, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient motivés pour, je ne sais pas, le sport, n'importe quoi. Mais tu dois les motiver vers quelque chose, parce que rester dans le vide comme ça, enfin, je veux dire, parfois ils disent, c'est que on a beaucoup étudié ça. Que quelqu'un de créatif a besoin d'avoir ses espaces libres, je comprends. Mais quand tu as beaucoup de temps libre et aucun objectif, là ça peut vraiment être dangereux. Super, c'est pour ça.
c'est qu'en partie aussi, il faudrait, bon, à part ça, évidemment, demander ce qui ne les motive pas, parce qu'une partie des nombreux jeunes qui ne travaillent pas en ce moment, c'est parce que les entreprises offrent des salaires très bas. Alors, l'autre jour, j'écoutais un expert qui disait que ce que font les jeunes de cette génération en ce moment, qui est la génération, disons, qui est un peu ni, ils disent ceux qui ont un travail font semblant de travailler parce qu'ils savent que leurs patrons, les entreprises, font semblant de les payer. Et c'est une vraie critique. Si tu les paies 1000 ou 2000 pesos par semaine ou quinzaine, ne t'attends pas à ce qu'ils soient investis. Oui. Non, ici, on trouve beaucoup de témoignages sur les réseaux, non? De ceux-ci, des questions qu'ils posent sur Reddit, sur Facebook, etc. Des gens qui veulent venir vivre à Nuevo León et qui disent « Hey, on m'a proposé un travail à Nuevo León, on va me payer, disons, 15 000 pesos par mois. » Et tu te demandes « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir vivre ?» Tout le monde a la réponse. Tu regardes les réponses et tu te dis « Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. » Enfin, tu te dis « Donc, tu viens tout seul, tu viens avec ta famille? » Non, avec la famille, alors là, encore moins. Ça va être très compliqué. Regarde le prix des loyers, non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Alors, évidemment, ils proposent à des travailleurs d'autres régions parce qu'ils se disent « Regarde, ils vont accepter cette offre pour tel montant. » Oui, mais dis-leur combien coûte la vie ici, et on va voir s'ils auront encore envie de venir. Tu les fais venir et ils ne pourront même pas payer la nourriture. Donc oui, c'est vraiment dur alors. J'imagine que ça arrive souvent dans les grandes villes comme Querétaro, Tijuana, Mexico ou Guadalajara, non? Ça arrive beaucoup. Quoi? C'est-à-dire, oui, tu attires beaucoup de monde, mais vérifie s'ils peuvent vraiment en avoir une. Je ne vais pas dire quelle qualité de vie tu vas avoir là-bas parce que bon, si tu dis, écoute, on me paye moins ici, là où je suis, dans ma petite ville, mais je peux avoir une bonne maison, ça me suffit pour subvenir aux besoins de ma famille, alors tu ferais mieux de rester dans ta petite ville. Au fait, salutations à Aurora Ortiz. Salutations, ça a beaucoup de... Merci pour ce super chat. Je suis vraiment reconnaissant à toi et à la communauté qui nous soutient via des super chats. Merci aussi aux membres de la chaîne. Comment vas-tu? Salutations à Karim. Il dit que les étudiants comme moi, je n'y vais pas. Pardon. Parmi mes élèves du secondaire, de 13 à 18 ans, ils ne lisent beau plus et ne réfléchissent pas plus en utilisant l'IA, dit-il. C'est bien ça le problème, non? Je veux dire que parfois, ces excès ne te permettent non pas d'avancer. Et maintenant, on commence à avoir une génération qui, de toute façon, ne lisait déjà pas et maintenant, elle lit encore moins. Alors... Oui, c'est un problème que beaucoup de jeunes ont. Laisse de côté les centennials, les alphas qui sont ceux qui viennent après. Ce sont eux dont il parle. Oui, ils sont bien au collège. Tapatia Pepe raconte, ma fille m'a dit quand je l'ai récupérée au travail que tout le monde aux États-Unis est très en colère. Les techniciens piégés, tous ceux à qui j'ai parlé, disent qu'il n'y a pas eu d'éruption solaire. Il a précisé qu'il y a eu de nombreux cas. Tu vois, c'est intéressant. Voyons, laisse-moi vérifier. Non, je n'ai vu aucun rapport d'éruption aujourd'hui, mais laisse-moi vérifier parce que quelque chose s'est passé et je me suis posé la même question. En fait, il s'est passé quelque chose qui m'a fait dire que j'allais vérifier plus tard, puis j'ai oublié, alors laisse-moi vérifier maintenant. Leonardo Pepe dit « Je pensais que c'était une émission d'actualités internationales, mais en vous rencontrant, j'ai compris que je ne pouvais rivaliser avec ces rois de l'information. » Salutations Leonardo, salutations Dice. Écoute, non, si tu lances ton projet, vas-y. Je veux dire non, enfin moi non, je pense qu'il faut plus de voix sur ces sujets et c'est au moins ma façon de penser, tu vois. Beaucoup de gens préfèrent dire « Non, je ne veux pas de concurrence. Non, moi je pense que c'est mieux. Plus il y a de concurrence, mieux c'est. » Si tu démarres ton projet, préviens-nous pour qu'on puisse le suivre et, si possible, te conseiller avec plaisir. Eh bien, super, bonne chance avec ça. Et oui, j'ai justement l'idée de proposer une formation pour la communauté qui souhaite se consacrer au domaine de la communication, parce qu'il y a beaucoup de domaines qui sont nécessaires. Et ça, on dirait avant que c'était un métier du futur, mais en fait, c'est un métier du présent. C'est-à-dire, c'est un travail qui peut même ne pas être ton activité principale. Ça peut être ton travail avec nous. Ça a été comme ça pendant des années. C'était notre travail secondaire, pas le principal. Nous étions déjà engagés ailleurs, ce domaine restait secondaire. Jusqu'à un moment où ça nous prenait déjà beaucoup de temps et on s'est dit, bon, il faut qu'on soit à 100% là-dedans. Mais oui, je suis d'accord. Ça m'aide beaucoup, surtout pour les entrepreneurs. Si tu as une entreprise, il est essentiel d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux. C'est vraiment impressionnant.
J'ai vu de nombreuses petites entreprises grandir grâce à une bonne gestion de leurs réseaux sociaux et à d'excellentes vidéos. Je pense donc que c'est indispensable. C'est un outil nécessaire, non? Ce n'est plus vraiment une question de faire de la publicité dans le journal, non? Il faut être sur les réseaux, c'est-à-dire soigne ta présence sur les réseaux sociaux. Et oui. Et parce que beaucoup de gens se disent « Ah, c'est facile, j'ouvre des comptes sur les réseaux et je paie les plateformes pour faire de la pub. Mais tes réseaux sont aussi nuls. » Alors non, 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 ne paie pas. Il faut que tes réseaux soient tellement bons que les gens veuillent les voir d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Là, il y a ici une dame qui a une boutique qui... Elle a son Facebook, n'est-ce pas? Oui, elle a Facebook. Et elle en fait. Elle a aussi TikTok. Et elle a TikTok. Eh bien, elle fait des lives, la dame est très sympathique, un peu vulgaire, mais dans le bon sens. Enfin, des vulgarités qu'on apprécie, non? Ouais, la dame est là aujourd'hui, elle a ce produit, je lui demande comment elle va, et elle discute pendant qu'elle fait la promotion de ses produits. Et la dame, eh bien, elle vend dans tout le Mexique. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste un magasin d'ici. Mais maintenant, on lui commande dans plein d'endroits et elle les envoie, et franchement, ça marche très bien. Très bien, très bien. Guillermo dit qu'en Argentine, beaucoup d'usines ferment et beaucoup de gens se retrouvent sans travail. Salutations, Guillermo. Salutations, Guillermo, merci. Comment sait-on? Oui. Compliqué. Merci pour l'information et je dis, demandez aux autres où qu'ils soient, comment ils voient que les choses, c'est-à-dire à quoi ressemble la situation de l'emploi. Oui, confirme Francisco Arce, le chômage des jeunes diplômés est très élevé partout. C'est un vrai problème actuellement. Salutations à Roble. Il dit « Eh bien, Pépé Alemani a sa surprise concernant le sujet nucléaire », dit Roble. Voyons, à quoi fais-tu référence, Roble? Je t'envoie un grand salut ainsi qu'à Jalala. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci beaucoup. Calendula pour l'abonnement, c'est super, merci et bravo aux bénéficiaires. Vougouliac. C'est Vougouliac. Salutations, Vougouliac. Salutations. Edilcia Sandenia, comment vas-tu, Edilcia? Quoi de neuf? Il y a aussi Wiko Wikoff ici. Il dit « Eh bien moi, ni copine, ni épouse », dit Wikoff, mais il est Nini, mais ni épouse, ni... Et salutations aussi à Armando Antonio Bru, qui dit « Les fous de l'ICE ont utilisé la page des ovnis pour s'en prendre aux migrants. » Au fait, oui, il n'y a pas de vérité, tempête solaire, c'est-à-dire, il ne s'est rien passé, oui. Alors, qui sait, dit Monsieur Mette, le travail des jeunes est très compliqué. J'ai une amie de 19 ans, elle devait effectuer son service et elle a quitté l'endroit où on lui avait donné une chance parce que la secrétaire l'a regardée de travers et elle a pleuré en me le racontant. C'est une autre chose et c'est un autre problème qu'il faut accepter. Beaucoup de cette génération manquent d'une carapace dure, c'est-à-dire, disons comme ils ont vécu leur adolescence quand ils étaient très jeunes, pendant le Covid, disons, ils n'ont pas développé cette carapace, cette peau dure qu'on développe quand on est au collège, quand on est au lycée. Donc oui, c'est un problème sur lequel ils doivent travailler. Oui. C'est difficile. C'est difficile, mais je connais aussi des adultes qui sont comme ça. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Des gens âgés de 60 ans qui disent « il ne m'aime pas », et qui s'en fichent, ils laissent tomber. Oui. Aussi bon. Oui, de toute façon, mais oui, c'est aussi une génération très sensible dans ce sens-là, hein, mais il y a aussi de tout. Il y a de tout, oui. Il y a tout. Oui. Luz dit que les meilleurs vivres de la communauté PP leur ont envoyé une vidéo sur Instagram, enregistrée et montée par mon fils, Les aventures du Donoso. Merci beaucoup, Galan. Merci beaucoup, Galan, merci beaucoup. Te Pateo dit, il y a eu un séisme à Puerto Vallarta à 10h du matin. À 10h du matin, avec une profondeur de 10 km et une magnitude de 4,7, impressionnant. Voyons voir, je ne l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas vu. Salutations à Hugo, il dit bonsoir. Avez-vous vu ce que l'Orange a fait? C'est incroyable, une moquerie. Vous vous souvenez du domaine d'Andrés acheté par le gouvernement? Oui. Je constate que les gens sont très énervés car ils disent qu'il nous a trompés, faisant croire une chose alors que c'en était une autre. Salutations à Ophé. Quand es-tu là, Ophé? Raoul. Salutations, Ophé, bonsoir. Et ici, je regarde le séisme, tu vois. C'est-à-dire, il est là. J'imagine que c'est le seul qui apparaît en ce moment. C'est très loin? J'imagine que oui. Voilà, je pense que c'est pour ça que non. C'est 5,7 ou 7, 5,3. Non. Il fait 5,3, tu vois. Mais c'est très loin. Oui, mais celui-ci vient d'arriver. Celui-ci était à 10h du matin? Celui-ci était à 10h du matin. Celui qui dit Papa Pias? Non, celui-là, c'en est un autre. Oui. Salutations à Leonardo et CPP. Aujourd'hui, j'ai vu sur Bloomberg qu'ils ont publié une nouvelle où ils disaient qu'une personne à la Maison-Blanche affirmait qu'en 2027, ils allaient envoyer des machines sur la Lune et qu'en 2028, ils auraient une base. Oui, ce projet existe. Oui. Oui, salutations à... C'est bien une partie du programme Artemis. Oui, c'est ça.
Salutations à Rosalinda Moreno. Anna Hughes est aussi ici. Comment vas-tu, Anna Hughes? Quoi de neuf? Salutations. Pépé, commente d'abord avant de réagir. Je t'ai envoyé une vidéo d'un YouTuber sur le pétrole. D'accord, super. Qui dit ça? Anna Hughes. Anna Hughes. Merci beaucoup, Anna. Bon, en tout cas, je vais regarder ça tout de suite. Je vais le heurter tout de suite. Oui, oui. Salutations à Yesenia Rodriguez. Elle dit « Bon jeudi avec un goût de samedi ». Oui, oui. Salutations, salutations jusqu'au Panama. Tout à fait. D'accord. Yesenia. Salutations à Blanca Barcelo. Bon, je vais te saluer. Mais je te salue encore une fois. Oui, salutations à Mariana. Salutations. Je ne reçois pas les notifications. Mariana, télécharge Telegram. Télécharge Telegram, Mariana. Ou WhatsApp, celui que tu préfères. On vous envoie la notification là-bas, mais ensuite mettez aussi le son, sinon vous ne la recevez pas. Et vérifiez, pour ceux qui sont abonnés, que la cloche soit sur « Voir toutes les vidéos ». Parce que c'est ça. En fait, YouTube a un peu compliqué les choses, parce qu'avant, il suffisait de s'abonner et tu recevais les notifications. Maintenant, il faut s'abonner puis activer la cloche sur « Voir toutes les vidéos », sinon non. Tu ne les reçois pas? Comment t'as fait avec Render? Quoi? Regarde, ça dit irritant, tu vois? Oui. Mais si tu passais ta souris sur son texte, ça dit chatos. C'est fou, comment t'as fait ça? C'est fou. Oui, en fait, ça traduit automatiquement. Non, mais ça ne traduit pas le texte. Oui, je crois que si. Quelque chose de quoi? Pourquoi ne dit-on pas aussi irritant? Car ce mot disparaît. Je ne sais pas, ça mentionne irritant et chatos. Oui, irritant, chatos, comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait ça avec les salutations? Blanca dit qu'elle va à Barcelone, les salaires sont bas, les loyers chers, il reste peu aux jeunes pour espérer partir. Oui, non, c'est difficile. Oui. Et paradoxalement, je sens que c'est l'étape avec beaucoup de potentiel pour de nombreux sujets, mais pas pour tous, n'est-ce pas? Cela dépend aussi de la personnalité et du style. C'est-à-dire si tu es en ce moment dans un domaine de entrepreneuriat ou c'est-à-dire si tu es une personne qui... Eh bien non, il y a plein d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'avant, tu n'avais ni l'information ni les moyens. Maintenant, tu peux travailler sur des projets que tu pourrais améliorer. Tu fais des morceaux ici au Mexique, par exemple, mais tu les vends au Japon. C'est-à-dire, avant, cette possibilité n'existait pas. C'est-à-dire, non, il y a des possibilités, il y en a beaucoup. Exactement, mais tout le monde n'apprécie pas forcément ce domaine, qu'il soit créatif, technique ou autre. Et il n'y a pas, tous les métiers ne s'y prêtent pas, non? Pas tous. Alors, eh bien oui. Alors oui, ça dépend beaucoup. Oui, beaucoup. En fait, les salaires n'ont pas augmenté. Par exemple, je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, je venais juste de finir mes études. J'avais vraiment 21 ans quand j'ai commencé à travailler. Bon, quand on me payait, parce que la première année, personne ne m'a payé. On me payait 8000 pesos par mois et tout le monde me disait « Waouh, tu es bien payé. » Oui. Et maintenant, tu vois les annonces et ils paient 12 000. Alors tu te dis, comment est-ce possible qu'en plus de 20 ans, ça n'ait augmenté que de 4000 pesos? Oui. Non, c'est ridicule. Oui. C'est-à-dire... Et les choses ont tellement augmenté, c'est fou à voir. Oui, non, enfin, oui, c'est que Aussi, beaucoup sur le sujet des salaires et tout ça, eh bien, les entreprises abusent aussi. Je veux dire, il y a des gens dans les entreprises qui abusent. Comme ça. Comment penses-tu les motiver? Enfin, la première motivation que tu dois donner, c'est de leur offrir un bon salaire, non? Sinon, eh bien, autant ne rien faire. Et non. Et ce qui se passe, l'autre jour, on a encore vu un entrepreneur ici au Mexique, je ne me souviens plus de son nom et je ne veux même pas m'en souvenir, qui, en plus de les payer peu, leur demande de faire des burpees le matin. Je l'ai vu. Quelle vidéo avec les burpees? Après, il les a fait faire des burpees dans l'entreprise. Et non, si tu refuses les burpees, tu ne joues pas le jeu. Ils doivent aussi écrire un livre et faire plein d'autres choses pour un salaire à peine augmenté. D'accord, tu veux que je fasse de l'exercice et que je sois motivé, mais regarde d'abord... Non. C'est bien d'abord. Motive-moi bien. Si tu payes très bien, je te fais tous les burpees que tu veux. Mais sinon, non. Oui, non, enfin, c'est très bien, enfin... Les entreprises, enfin pas toutes, parce qu'il y a certaines entreprises qui comprennent ce facteur que si tu pétais bien les gens, évidemment, ils vont être... Wyckoff, on me demande déjà de faire des TikTok au travail pour vendre plus. Regarde, Wyckoff, c'est fou. Oui, on le voit, par exemple, là où on est allé acheter la voiture. Oui, ceux qui vendent doivent déjà faire des vidéos.
Des vidéos, ils doivent faire des vidéos. C'est-à-dire, tu n'es pas seulement vendeuse, tu dois être présent sur les réseaux et tu dois être là en train de faire la vidéo du dernier modèle, etc. Dis Tapatia, je donne des conseils à ma fille pour qu'elle sache comment se comporter avec ses élèves. Elle a des élèves, elle est déjà formatrice des nouvelles recrues en formation, elle la respecte déjà, mais elle est gentille et souriante. Oui, très bien. Super, une autre Tapatia, c'est génial. Dit Leonardo Pepe, je vois que la plupart des détroits veulent faire payer un péage. Les pays qui les entourent, par exemple le détroit de Malaga, le détroit d'Ormuz et aussi le golfe d'Aden. Je ne sais pas. Il dit bientôt. Non, je ne doute pas qu'ils auront des idées. Bien sûr. Oui, si l'un commence, les autres suivront vite. Oh, aussi, car c'est tellement... Il dit Guadalajara, ils ont licencié beaucoup de gens d'Oracle simplement par un email. Oui, beaucoup le font. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils font. C'est vraiment pas professionnel. Ils exigent du professionnalisme, mais envoyer un mail pour te dire de rendre ou laisser tes affaires, ce n'est pas pro. Je crois ce que dit Jalal ici, il dit « Jamais dans l'histoire on a eu autant d'outils pour apprendre, créer, innover avec organisation, discipline et unité. Les jeunes peuvent transformer des quartiers, des villes, voire des pays. Oui, bien sûr, tout à fait. Ils ont une opportunité incroyable, c'est-à-dire, ce qui manque peut-être là, c'est cette culture qu'il y a parfois de vouloir dépendre uniquement d'un salaire, non? Parce que c'est l'habitude qu'on a toujours eue, mais en ce moment, l'opportunité est très grande, vraiment très grande, et il y en a beaucoup qui en profitent, vraiment. À propos de ce que tu dis, j'espère, tu sais, j'ai vu des choses. Par exemple, je crois que Jalal aime aussi le sujet du Bitcoin et tout ce qui concerne le crédit. Oui, ça lui plaît. Et je suis tombé sur des histoires de personnes, par exemple en Afrique, qui font leurs vidéos, tu vois, sur comment ils sont, par exemple, en train de trader et d'opérer et tout ça. Et ensuite, tu vois leur évolution au fil des années et tu te dis, tiens, ils ont littéralement commencé dans une cabane avec à peine Internet et un ordinateur, et maintenant, je ne sais pas, 5 ou 6 ans plus tard, ils ont déjà tout leur bureau et tout. Enfin, voilà quoi. Je me souviens aussi de cette histoire de Vénézuéliens, d'Argentins, également pendant toutes ces crises qu'ils ont traversées, qui ont trouvé des moyens créatifs de générer des revenus, tu vois. Il y a un livre, au cas où il y aurait des jeunes qui nous écoutent et qui se posent la question de quoi faire, qui s'appelle Funky Business, tu vois. C'est une vidéo, c'est un livre qui date de vers 1999, enfin de la fin des années 90, mais il est excellent parce qu'ils ont vu ce qui allait arriver, c'est-à-dire ils ont vu ce futur, ça nous a beaucoup inspiré et c'est aussi pour ça qu'on se consacre à ça, parce que ça nous a ouvert l'esprit sur, tu vois, le contenu numérique, pour ainsi dire, à tous égards, a un potentiel énorme, n'est-ce pas ? Il a un très grand potentiel et au moins il te permet de faire des choses que si tu aimes développer, n'est-ce pas? Par exemple, certains s'intéressent à la musique, d'autres au sport, beaucoup de gens sont concernés. Ils cherchent la façon de créer des applications ou de créer des choses qui, disons, passent par Internet. Je connais des gens qui sont dans le domaine de la psychologie, qui sont dans différents secteurs et qui ont trouvé, disons, leur petite formule, pour ainsi dire, pour créer un projet et en vivre. N'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Le souci, c'est que tout le monde veut tout immédiatement, non? Donc tu devras travailler 2 ou 3 fois plus. Pour l'instant, avec des horaires normaux, puis tu pourras créer tes projets, n'est-ce pas? Mais c'est parfois un processus long, cela peut prendre des années. Mettre des images car Francisco Heller s'est dit que c'est un âne. Oui, Burpee. Celui-ci, d'accord. Non, ils ont peut-être un autre nom en espagnol. Je ne sais pas pourquoi les entraîneurs utilisent toujours ce nom. Oui, je vois qu'ils mettent toujours ces burpees. Oui. C'est quand tu sautes et puis... Une pompe? D'abord tu sautes puis tu retombes, c'est-à-dire tu te mets en position de pompe et ensuite tu fais une pompe. Parfois tu dois faire la pompe et parfois non, ça dépend si c'est une version simple, tu n'as pas besoin de faire la pompe. Le burpee c'est ça, c'est-à-dire c'est avec la pompe et tout, vraiment tout, c'est-à-dire tout. Là il ne fait pas la pompe. Oui, il y arrive, c'est-à-dire... Il y arrive, la hanche n'est pas pliée. Non, bon, et non, ils ne vont pas mettre chaque détail, n'est-ce pas? Oui, il faut le mettre. Non, là tu sautes, et ensuite tu te mets au sol, tu te mets en position de pompe. Et ensuite... Tu reviens, mais d'abord fais la pompe, sinon ce n'est pas un burpee. Non, donc ce n'est pas un burpee, mais un burpee simple. Celui-ci. Moi je l'appellerais un faux burpee. Comment on l'appelle? Non, burpee simple.
C'est l'un des exercices les plus complets, donc pour quelqu'un qui dit « je n'ai pas le temps, je ferai 10 burpees à chaque fois que j'aurai l'occasion dans la journée ». Non, ça te conviendra très bien. Non, non. Tu finis trempé avec les burpees. Oui, c'est un cauchemar, mais oui, ils sont très efficaces. C'est vraiment complet. C'est-à-dire, c'est à la fois aérobie, tu travailles aussi la force, c'est très bien. Oui. Il dit, avec le sujet des cryptos, il dit qu'en Argentine, on est un peu marqué par l'escroquerie Libra que le président a menée, et pire encore, on nous a livré la Patagonie et on doit aussi payer l'eau de Mekoroth. Il dit, Guillermo, comment vas-tu, Guillermo ? Salutations. Ivana dit, Bonjour. oh là là, il est tard, je vais au lit. Super, salutations, Ivana Alvarez. Il dit que quelqu'un changera le monde et commencera à construire des entreprises, des projets, des forêts, des technologies, des aliments et des protections. L'autre jour, en parlant de ça, j'espère, et de ce que dit aussi Guillermo, ici d'Argentine, je suis tombé dessus. Oui, je comprends qu'il y aura des disputes, des politiciens corrompus, mais il faut savoir différencier. D'accord, ceux-là sont les corrompus. Mais ici, j'ai mes 20 et quelques milliers d'opportunités. Choisis la meilleure. Et ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher du premier coup. Il y aura des opportunités perdues, il y en aura. Enfin non. Combien de choses avons-nous essayé de faire ? Des projets, que ce soit le film, que ce soit le documentaire. Il y a 1000 choses que nous faisions, développions. Et pendant ce temps, évidemment, nous devons travailler sur plein de choses différentes, non ? Donc pour pouvoir développer tous ces sujets, n'est-ce pas ? Et tant que ça ne marchait pas, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce qu'un projet fonctionne, un projet auquel nous croyions et dont nous disions « bon, il a du potentiel ». Dans le cas d'un Brésilien. Oui, un monsieur a commencé à planter des arbres comme ça, vraiment en ligne, là où il n'y avait absolument rien. Pour moi, c'est au Brésil. Je dois encore vérifier la note, c'est intriguant, non ? Mais il a commencé à planter, et c'est devenu comme une habitude, non ? Comme un passe-temps, il ne demandait rien en retour. Ils ont commencé, j'imagine, à recevoir de l'aide d'autres personnes, et il a créé la première forêt linéaire de la ville. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de forêt. Donc, il raconte. Tu vois les images satellites d'avant, il n'y avait rien, juste la ville, rien d'autre, et maintenant tu regardes cette zone et c'est essentiellement une forêt, que des arbres endémiques, tout a été bien pensé, non ? Ce n'était pas seulement des arbres fruitiers, mais aussi des arbres endémiques, etc. Donc il y a une vraie tendance chez les centennials à faire ça, c'est un peu leur acte de rébellion, entre guillemets, une rébellion positive, non ? Ils commencent à planter des arbres fruitiers. Ouais, ils vont dans une zone et commencent à planter, oui, quelque chose. J'ai vu un jeune homme qui se promène à vélo déguisé en avocat, je trouve ça génial. C'est quelque chose que je ferais avec, disons, un poivrier. Et il a des graines et il les sème comme ça sur les terre-pleins. Ce sont des graines très résistantes et ça fait pousser plein de fleurs. Après, mais il revient et il voit que tout est rempli de fleurs. Alors... Oui. C'est très intéressant parce que, cette personne, ces groupes qui plantent des arbres fruitiers, montrent leurs avant et après. Et c'est incroyable. C'est-à-dire comme ça dans des quartiers remplis d'arbres, de pommiers et je ne sais quoi. Est-ce qu'ils font des recherches pour savoir ce qui pousse ici ? Et alors ils commencent à planter des petits arbres partout, même dans les endroits où tu t'y attends le moins. Et soudain, au bout de 2 ou 3 ans, il y a déjà plein d'arbres, avec leurs petits fruits et tout. C'est vraiment fou. C'est possible, il suffit juste de patience et d'avoir des objectifs. L'objectif, c'est ce que dit Neri Salazar. Salut, comment vas-tu ? Salutations jusqu'à Galveston, Texas. Excellent. Ernest à l'international. Santé. Hasta Galveston, Texas, buenísimo. Chez Walmart, ils leur font faire les gamins et ils sautent tes cris pour motiver les employés. Oh là là. Et il dit déjà, qu'est-ce que c'est Raoul ? Non, je crois qu'il plaisante. Je pense qu'il parle des burpees. Rebelle Sax dit, Raoul, j'ai du succès avec mes pages Facebook. Ta page parle de quoi, Rebelle ? Raoul, de quoi s'agit-il ? On peut savoir ? On peut savoir. Si je sors 3 fois, eh bien non. On ne peut pas demander. Salutations à Ivana Alvarez. Comment vas-tu, Ivana ? Salutations, Ivana, dit-il. L'avenir, dit-il, appartient aux plus puissants, dit-il. Non, il n'appartient pas aux plus puissants. Il appartient à ceux qui osent bon construire. Quand tous les autres pensent qu'il est impossible de parler à sa famille, de construire avec amour, conscience et réciprocité. Salutations, Jalala, c'est excellent, dit-il. Qui d'autre ? Et s'ils s'en mêlent, demain je vous enverrai une photo des arbres qui germent et ils s'en mêlent. C'est que l'anglais, oui, les bonbons... C'est qu'en anglais, Quingles, des bonbons, oui, les bonbons, oui. Oui. Oui, salutations à... Il dit que les Quingles sont les bonbons avec du sucre. Oui, salutations à Vic Sega, comment vas-tu, Vic ? Et Wiko dit, oui, c'est comme ça qu'on crie Squinkles, mais c'est comme un Quingles ou un burpee. Ah, d'accord. Il crie, c'est Quingles, mais c'est comme un burpee. C'est un burpee, bien sûr.
C'est qu'elle a eu l'idée de faire ça. Il en parle, il appelle ça « semer la vie ». C'est un projet gouvernemental avec son budget, non? Mais indépendamment de ça, eh bien oui, on peut vraiment faire beaucoup. Voilà pourquoi. Il y avait des projets et j'imagine que semer la vie en faisait partie. Je me souviens de ces projets. À d'autres moments, sous d'autres gouvernements locaux, ils offraient aussi de petits arbres et ce genre de choses. Très souvent, l'intention était très bonne, mais parfois ils donnaient en des arbres où tu te dis « Attends, cet arbre n'est même pas d'ici, il vient de zone tropicale. » Donc parfois, oui, ils font des choses un peu bizarres. Dis-moi, Raoul, il y a 3 pages avec ce nom. Laquelle est la bonne? Je veux savoir Et allons-y. Allez les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram. C'est là que vous recevez les notifications tous les jours. Là-bas, ne manquez pas les directs et les vidéos des dernières nouvelles que nous enregistrons. Aussi, des vidéos courtes pour que vous puissiez les regarder rapidement et rester au courant de ce qui se passe. Et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram et X. Super, eh bien, je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. Salutations Domingo! Salutations, les amis. Salutations à tous, c'est excellent. Eh bien, on se voit demain. Nous serons ici dès le matin avec des informations. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. La vérité est intense. L'insolite est-ce réel? Ici, nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid journalisent la vérité. Ici, on respecte, active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine, oui monsieur, on fait l'appel. Sous-titré. Pépé en direct dans la place sous-titrée Jincoil.